Le langage peut être considéré par métaphore comme la peau des êtres parlants, de leur existence et de leur monde. Rien ne semble leur arriver qui ne soit pris dans le tissu du langage, compris par le langage et perçu à travers lui. Le langage est en ce sens irréductible et indépassable. L'écriture, quant à elle, peut tracer un excès par rapport au langage. Il faut vraiment que je parle dans le micro parce que je vois que dès que je fais un mouvement, le son part à côté. Donc l'écriture, quant à elle, peut tracer un excès par rapport au langage, une transgression qui fait surgir et donne à penser les limites du langage, les limites du monde et celles de l'existence. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon exposé, entre autres choses, pour être dans cet excès. Historiquement, la pensée de l'écriture naît avec l'accomplissement du romantisme, avec le creusement et l'interruption du projet romantique, celui d'atteindre un absolu du sujet dans une œuvre de langage, dans ce que les romantiques allemands appelaient la poésie supérieure ou poésie de la poésie. C'est la modernité critique, avec Hölderlin et Nietzsche, qui a inscrit une incise dans le romantisme et a produit une coupure de la compréhension langagière du monde. À partir de la modernité, la philosophie s'est faite de plus en plus attentive au langage, qu'elle radiographie, traverse et parfois césure par l'écriture. Je vous propose aujourd'hui de partir de l'envoi de la pensée occidentale du langage dans le dialogue de Platon qui s'appelle le Cratyle, et ensuite d'essayer d'éclairer l'excès de l'écriture sur le langage à travers une constellation de penseurs de l'écriture qui se sont inscrits dans les traces de la modernité critique et l'ont creusé au-delà du romantisme et du tournant langagier de la philosophie, Walter Benjamin, Roland Barthes et Jacques Derrida. Donc, comme je vous l'ai dit avant de commencer, vous pouvez vraiment m'interrompre sans façon à tout moment si vous voulez me poser des questions ou faire des remarques. Et d'autre part, pour jouer carte sur table, en fait, mon rapport à la philosophie, la méthode, si vous voulez, que je mets en œuvre, consiste à entrer dans les textes, à lire les textes de l'intérieur, dans leur dimension complexe, sophistiquée, labyrinthique, et essayer de produire des gestes philosophiques à l'intérieur des textes. Donc ça va peut-être être à certains moments un peu ardu, mais ce sont les textes qui sont difficiles. Le Cratyle a été composé en moins 366 et part de la définition de la vérité comme orthothèse, comme rectitude, et pose que la justesse des noms précède la rectitude et la justesse du regard. Donc la justesse du langage, si vous voulez, est la condition de la justesse du regard, de la perception et de la connaissance. Le problème du Cratyle, un des premiers problèmes du texte, est le suivant. Comment passe-t-on des noms justes à la connaissance vraie? De nommer avec justesse à connaître en vérité. Donc la première question que Platon adresse au langage, c'est la question de sa justesse, c'est-à-dire son ajustement aux choses. Est-ce que les noms correspondent aux choses? Cette question permet d'éviter, c'est la première complication, la thèse d'un philosophe présocratique, Parménide, dont Heinz Wiesmann doit être en train de parler en ce moment, selon laquelle, thèse de Parménide, et là c'est tout de suite horriblement difficile, seul reste, donc c'est Parménide qui parle, seul reste ouverte la route sur le mode « il est » ou « l'être est ». Aphorisme de Parménide. Seul reste ouvert la route sur le mode « il est » ou « l'être est ». Autrement dit, pour Parménide, philosophe de la haute antiquité grecque, la possibilité de dire « l'être est » reste ouverte, alors que la possibilité de dire le non-être est fermée. Le texte de Platon montre
que cet interdit parménidien de dire ce qui n'est pas, donc le non-être est interdit, c'est interdit par Parménide, cette route est fermée, dit Parménide, rend possible un sophisme si on accepte la thèse de Parménide. Il ne serait pas possible de dire le faux ou la fausseté à partir du moment où on dit on ne peut pas dire le non-être est. Donc le texte de Platon commence par écarter la thèse de Parménide parce que cette thèse rend possible un sophisme qui est qu'on ne peut pas dire le faux ou la fausseté. Or Platon, le texte en tout cas, du Cratyle, vous voyez, c'est horriblement difficile. Et c'est le début de la philosophie, dans le rapport à la question du langage. Pour déterminer la justesse des noms, Socrate envisage, donc le maître de Platon, le personnage récurrent des dialogues de Platon, Socrate, envisage dans le cours de ce dialogue, le Cratyle, plusieurs possibilités. Alors je vais passer très rapidement, c'est pour vous amener là où dans le passage que je veux essayer d'expliquer. D'abord, donc je cite le texte, l'imitation de la nature, même de la chose, par le corps, sans passer par la voix ni par la langue. Ensuite, l'imitation phonique, vocale de la chose, pour laquelle Socrate dit dans le texte, nommer c'est imiter de la voix à chaque fois que l'on imite. Après quoi, Socrate en vient à considérer l'imitation en peinture. Voilà, là c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et compare l'imitation d'un être par son portrait, donc en peinture, à l'imitation par son nom. C'est une chose dont j'ai parlé au petit déjeuner avec Philippe tout à l'heure. Et différencie ces deux formes d'imitation. L'imitation d'un être humain, d'un homme ou d'une femme par son nom, et l'imitation d'un être par la peinture, par une image peinte. Et Socrate trace une différence dans le texte du Cratyle. La possibilité, il dit, la possibilité d'attribuer à une femme l'image d'une femme et à un homme l'image d'une femme. Donc la peinture, c'est la possibilité d'attribuer à une femme l'image d'une femme, un portrait de femme, et c'est aussi la possibilité de représenter un homme en femme. Et donc cette possibilité de la peinture, de l'image en peinture, fait que Socrate va différencier la peinture du langage. Parce que cette possibilité-là, elle est fermée dans le langage. On ne peut pas, dit Socrate, quand on nomme un être, on le nomme par son nom. Alors qu'en peinture, on peut, en représentant un homme avec une image de femme, on peut, dit Socrate, dans le texte de Platon, dire faux. La peinture peut dire faux, les noms ne le peuvent pas. La comparaison du nom d'un homme avec son image peinte, qui peut être celle d'une femme, permet à Socrate de disqualifier l'image du point de vue de la vérité. Et ça, c'est ce qui se passe dans le Cratyle. Et ça va se reproduire dans le Phèdre, qui est un texte dont je vous parlerai quand j'aborderai le dernier moment de mon exposé consacré à la lecture du Phèdre et de la question de l'écriture par Derrida, dans la pharmacie de Platon. À la différence du nom, l'image correspond donc à un non-être, à l'imitation d'un non-être. Seuls les noms peuvent être dits orthothèses, c'est-à-dire corrects ou justes, les noms, les verbes, les phrases, ce qu'en grec on appelle les logoi, ce qu'on peut traduire un peu maladroitement par les énoncés, qui sont entendus comme des assemblages de noms et de verbes, acquièrent ainsi la possibilité d'être ajustés aux choses par la connaissance de leur relation de parenté avec les choses. Donc il y a une possibilité de justesse, qui est la condition de la vérité, dans le langage, qui n'est pas possible dans la représentation peinte, puisque la représentation peinte, elle implique en elle, dans son imitation différente de celle du langage, la possibilité de dire faux, dit Socrate. Socrate peut alors affirmer, je cite le texte, « Il nous faut chercher quelque autre chose, ne sont pas des noms, des choses qui, sans les noms, nous dévoileront lesquels d'entre eux les noms, sont vrais, en indiquant, cela va sans dire, la vérité des êtres. » Donc il s'agit, le problème est celui de savoir comment référer
le langage aux êtres de manière à rendre possible ou ouverte la possibilité de la vérité du langage. Le problème est continuellement celui de la vérité du langage. C'est ce qu'on appelle en langage scolaire la problématique. Donc telle est la problématique de Platon. La justesse des noms ne peut provenir que de la vérité des choses situées en dehors des noms et du langage. Elle ne peut provenir que de la vérité des relations, dit le texte, et la connaissance, et le processus qui consiste à donner à voir la vérité de ce qui est, donc la vérité de l'être des choses. De ce point de vue, ce qui est très étrange dans le fond, c'est qu'on ne comprend pas très bien le statut du langage, c'est-à-dire comme le langage est référé à des choses qui lui sont extérieures, qui sont non langagières, et à des êtres non langagiers, on est un peu déstabilisé par le texte parce que à la fois le langage semble subordonné à une relation extra-langagière aux choses, et en même temps il semble irréductible, indépassable, en tout cas nécessaire pour la connaissance humaine des choses et pour la vérité, qui est la connaissance juste des choses, accordée aux choses. De ce point de vue, vous voyez, j'essaie aussi de nous faire entrer dans la difficulté des textes philosophiques au moment de leur naissance. Donc les textes philosophiques, dès la naissance, les premiers textes de l'histoire de la philosophie sont horriblement complexes. Parce que ce sont les choses qui sont, le rapport aux choses qui est labyrinthique, sophistiqué. Et ça, c'est l'envoi de la pensée occidentale, si vous voulez. De ce point de vue-là, la justesse des noms est subordonnée, dans le texte de Platon, à la vérité, située, elle, hors du langage. Vérité qui transcende, transcender, ça veut dire être excédé, être au-dessus, au-delà, dans une relation de verticalité. Donc la vérité qui transcende les noms, les verbes et les phrases. La justesse du langage s'appuie sur cette vérité des êtres et des essences situées hors langage. À la fin du dialogue, donc du Cratyle, Socrate en vient à affirmer, je cite le texte, que nous avons pourtant souvent reconnu que les noms, quand ils sont bien établis, ressemblent aux choses dont ils sont les noms et non des images. Donc, la ressemblance, vous voyez, c'est subtil et très compliqué et très sophistique, c'est-à-dire très difficile à saisir, peut-être insaisissable. Les noms sont justes par ressemblance aux choses, mais leur ressemblance n'est pas une représentation qui relève de l'image. Donc c'est une représentation et une justesse sans image, sans représentation. Donc on a vraiment affaire à un paradoxe. Des images, le langage propose à travers les noms des images justes, différentes des images peintes, qui, elles, les images peintes, rendent possible l'intrusion d'un trouble dans l'imitation, d'un trouble dans la vérité. Elles rendent possible la possibilité du faux, de la falsification, puisqu'on peut représenter un homme avec un visage de femme. Dans le Cratyle, deux discours sont mis en scène de manière antagoniste. Ça, c'est la chose la plus fameuse du Cratyle, la plus connue, et pas la moins difficile. Il y a donc deux discours. Le discours d'un personnage qui s'appelle Hermogène, qui est un personnage parménidien. Donc vous vous souvenez, Parménide est celui qui dit « la route de l'être est, dire l'être est ouverte ». La route qui permettrait de dire « le non-être est fermée ». Il est interdit de dire « le non-être est ». Et vous vous souvenez que le texte de Platon répond à ça, récuse cette thèse, en disant que si on ne peut pas dire le non-être est, alors on ne peut pas parler de la fausseté et de ce qui vient détruire la vérité. Donc un premier personnage, un premier discours, celui d'Hermogène, personnage parménidien, pour qui la justesse des noms est déterminée et définie comme justesse, je cite le texte, d'accord ou de convention, justesse d'usage ou de loi et de coutume ou d'éthique. Donc
Donc c'est une justesse, on va dire, artificielle. Alors ça, c'est vraiment un texte que lisent tous les professeurs de philosophie de lycée. C'est vraiment quelque chose qu'on enseigne chaque année aux élèves de classe de terminale et sur lesquels on revient à l'université. Donc une position, on va dire, conventionnaliste, artificialiste, celle d'Hermogène. La justesse des noms est une justesse d'accord ou de convention, une justesse conventionnelle. Et un second personnage, Cratyle, qui donne son nom au dialogue, qui lui est héraclitéen, et Heinz Wiesmann doit être aussi en train de parler de Héraclite, et qui pense, lui, Cratyle, et je reviendrai sur Héraclite, je parlerai d'Héraclite dans un instant, que la justesse des noms, vous voyez, c'est toujours la question de la justesse. Donc en fait, les personnages, les discours sont confrontés sur la question de la justesse des noms, parce que ce qui est en jeu à travers cette question de la justesse, c'est-à-dire l'ajustement du langage aux choses, c'est la possibilité de la connaissance et de référer la connaissance à la vérité, c'est-à-dire de faire de la vérité le critère de la connaissance. Donc Cratyle pense la justesse des noms comme une justesse non pas conventionnelle mais naturelle. Phusei, dit-on en grec. Pour Cratyle, les noms sont conçus comme... Alors je vous donne le mot grec parce que c'est important d'entendre que ça a été pensé et écrit dans une autre langue que la nôtre, que le français. Déloma, monstration ou représentation de la chose, de telle manière que tous les noms sont justes, dit Cratyle, dans le texte de Platon, tous ceux du moins qui sont des noms. Formule très énigmatique. Donc tous les noms qui du moins sont des noms sont justes. Ils le sont naturellement. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, si tous les noms sont justes, la question de la justesse se pose plus, puisque tout le langage est juste en tant qu'il est langage et qui permet de parler. Cette thèse cratyléenne, donc la thèse de Cratyle, répond à la question posée par Socrate. Voici la question posée par Socrate, à laquelle répond la thèse de Cratyle, qui est que tous les noms sont justes par nature, en tout cas ceux qui sont des noms. Alors on se demande ce que c'est que des noms qui ne sont pas des noms. Les premiers noms voilà la question de Socrate, pardon. Les premiers noms qui n'ont pas du tout d'autres noms sur lesquels ils puissent reposer, de quelle façon éclairent-ils le mieux les êtres si nous voulons qu'ils soient des noms ? Les premiers noms, voilà le genre de phrase qu'on pouvait écrire à la naissance de la philosophie il y a 2400 ans. Les premiers noms qui n'ont pas du tout d'autres noms sur lesquels ils puissent reposer. Donc il y a des premiers noms qui sont des noms en quelque sorte fondateurs. Là, il est question de la fondation d'une langue, d'après ce que je comprends. Les premiers noms qui sont des noms qui se font d'eux-mêmes, qui reposent sur eux-mêmes. De quelle façon éclairent-ils le mieux les êtres ? Donc vous voyez, c'est toujours la question de la vérité, la question de la lumière, de la vérité. Donc là, c'est les noms qui éclairent les êtres, et non l'inverse. De quelle façon ces noms-là éclairent-ils le mieux les êtres si nous voulons qu'ils soient des noms, et pas autre chose ? Et donc, Cratyle répond, tous les noms sont justes, donc éclairent les êtres avec justesse, pour autant qu'ils sont des noms. Socrate répond en même temps, par un même geste, dans la suite du texte, à la thèse d'Hermogène et à celle de Cratyle. Donc il va, d'une certaine manière, récuser les deux thèses, celle de Cratyle et celle d'Hermogène. Il faut, dit-il, partir des choses plutôt que des noms, donc il va renverser la relation du langage aux choses, afin de pouvoir gagner sur les deux tableaux. Ça va être un peu compliqué. La thèse parménidienne, portée par Hermogène, je vous rappelle laquelle, celle de l'impossibilité ou de l'interdiction de dire le non-être, qui va rendre possible une affirmation sophistique, c'est-à-dire l'impossibilité des énoncés faux, et récusée par Socrate, parce que Socrate tient, et on le comprend, à la possibilité de dire que certains énoncés sont faux. Par exemple, il y a un grand soleil aujourd'hui, est un énoncé faux, et cet énoncé doit pouvoir être possible. On doit pouvoir dire que si je vous dis qu'il fait beau, vous puissiez me répondre, ça n'est pas vrai. Cette thèse
parménidienne portée par Hermogène et récusée par Socrate, qui récuse aussi la thèse d'Héraclite, portée par Cratyle. C'est quoi la thèse d'Héraclite ? C'est qu'il y a une multiplicité de noms qui est impliquée par le caractère de flux qui définit l'être des choses. Vous savez, la fameuse phrase d'Héraclite, l'énoncé le plus connu d'Héraclite, un des plus connus, et on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et parmi les commentateurs qu'on attribue à cet énoncé, un élève d'Héraclite ou un disciple aurait dit « on ne se baigne même pas une fois ». Donc il n'y a pas, l'être est continuelle métamorphose et il n'y a pas de stabilité, d'identité de l'être des choses. En réponse à Héraclite et Cratyle, et donc vous allez voir, ça va être une question, la question de la métamorphose de l'être des choses, va être une question, ça va être la question dernière, la dernière question du dialogue, et elle va inquiéter beaucoup Socrate, et notamment elle est très inquiétante, cette thèse héraclitéenne portée par Cratyle, donc celle du caractère fluent de l'être des choses, parce que s'il n'y a pas de stabilité et d'identité de l'être des choses, alors on ne peut plus prétendre parler avec justesse des choses. Il n'y a plus de nom ou de langage vrai. Et donc, la chose en elle-même et le beau en lui-même, dit Socrate, demande Socrate, s'écoulent-ils ou sont-ils toujours tels qu'ils sont ? Donc là, on est placé devant une alternative, celle du j'ai envie de dire, du caractère liquide de l'être des choses et celle du caractère stable de l'être. Si les choses s'écoulent et se dérobent sans cesse, dit Socrate, donc ça c'est la thèse d'Héraclite, peut-on, demande-t-il, dénommer les choses de façon correcte et juste ? Y a-t-il une justesse, donc c'est toujours la question de la vérité, du nom et de ce qu'on appelle le prédicat, ce qui vient qualifier le nom, permettant d'affirmer c'est cela, c'est telle ou telle chose. Si je vous dis il fait brumeux et que tout d'un coup c'est tellement instable que il y a un magnifique soleil, je ne peux plus parler, on peut plus parler avec justesse. Et s'il s'écoule toujours et que les choses se métamorphosent sans cesse, il n'y a donc pas de forme stable, et le non-être peut alors être dit, contrairement à ce que disait, vous vous souvenez, Parménide. Donc là, on est chez Héraclite. Donc Héraclite et Parménide sont dans une relation d'antagonisme, d'opposition, de contradiction. L'être peut se dire faussement thèse aux antipodes de celle de Parménide et d'Hermogène. Ce qui n'est pas en lui-même identique à lui-même, n'est jamais quelque chose et ne peut pas être un être, affirme Socrate. En ce sens, le flux du devenir représente une négation de l'être. Et donc le dialogue institue une disjonction entre l'être et le devenir, l'être et la métamorphose du temps. Si quelque chose s'arrête dans un même état, dit Socrate, et ne change pas du tout, pendant ce temps-là, vous voyez, c'est la question du maintenant, elle ne peut changer ou se mouvoir sans s'écarter en rien de sa forme. Par ce raisonnement, Socrate sépare donc, comme je viens de vous le dire, l'être du devenir, l'essence et la métamorphose. Donc vous voyez ce que font les Grecs, ils essaient de penser les choses, et c'est peut-être qu'une des difficultés du texte vient aussi du fait, non seulement que c'est génialissime, hein, mais aussi du fait que c'est un premier pas dans la formalisation de la pensée, j'ai envie de dire conceptuelle, hein, et qui a une dimension de recherche qui rend certainement le texte encore plus difficile. C'est-à-dire, quand on lit, on a l'impression aussi que on est dans une sorte de tâtonnement. En tout cas, on est dans une expérience de pensée dont on suit le cours.
De cette manière, Socrate sauve la possibilité de la connaissance, puisque c'est ça l'enjeu du texte, un des enjeux du texte. Et donc un des enjeux de la question c'est l'enjeu principal pour Platon de la question du langage, la possibilité de la connaissance, qui s'appuie donc la connaissance sur la ressemblance de l'objet avec lui-même. Il faut d'abord que l'objet, ou plutôt la chose, se ressemble à elle-même, soit identique à elle-même pour qu'il puisse y avoir une justesse des noms et que, par conséquent, on puisse parler de connaissance et de connaissance vraie. Il faut que quelque chose, donc vous voyez, tous ces problèmes s'emboîtent. Il faut, et donc c'est ça la question, j'ai envie de dire, une des questions de départ dans la pensée occidentale qui est adressée au langage. Il faut que quelque chose demeure et ne change pas pour que la connaissance soit possible et demeure elle-même connaissance. Quelque chose doit être présent durant un certain temps, alors on ne sait pas lequel, pour que quelque chose soit, donc pour qu'il y ait de l'être. Donc là, il y a une disjonction aussi entre l'être et le temps, si vous voulez. Il faut que l'être, d'une certaine manière, soit stable à travers un certain temps, il n'est pas dit lequel, pour que quelque chose, pour qu'on puisse parler d'être, pour qu'on puisse dire qu'une chose est, il fait beau, le ciel est gris, il faut que ça dure un certain temps pour qu'on puisse dire le ciel est gris. Il faut donc là, en disant cela, vous entendez bien que Socrate récuse la thèse d'Héraclite qui est que on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, même pas une fois, et que tout est en continuelle métamorphose. Alors évidemment, on peut tout à fait aussi penser que la thèse d'Héraclite, elle est plus profonde, et que malgré tout, même si le ciel est gris un peu plus d'un instant, il est tout de même en métamorphose en ce moment. Quelque chose doit être présent donc durant un certain temps pour que quelque chose soit. Il faut de même que la connaissance soit connaissance de quelque chose pour qu'elle soit possible. Pour qu'il y ait présence, être et connaissance, autrement dit justesse et vérité, il faut un sujet qui connaît et un objet connu, affirme Socrate. Le dialogue de Platon effectue alors là vous allez voir, c'est le moment le plus tordu du texte. Je me suis arrêté sur 3 moments qui sont des moments saillants, si vous voulez, pour vous donner envie de lire le Cratyle, et si vous ne l'avez pas déjà lu, ou pour vous donner envie de le relire, et en essayant de m'arrêter à, entre guillemets, des moments de thèse, c'est-à-dire de position du texte, où on peut arracher quelque chose au dialogue très complexe entre les différents personnages. Socrate essaie de montrer l'existence d'un sujet, d'un objet de connaissance dans le temps. Et il va montrer ou essayer de montrer que cette existence d'un sujet, d'un objet dans le temps est rendue possible, et là c'est c'est tordu si vous voulez, c'est tordu, extrêmement sophistiqué, et c'est là que l'écriture du texte de Platon n'est pas exactement identique au dialogue qui est en train de se dérouler dans le texte, c'est que c'est la présence des interlocuteurs du dialogue dans le dialogue qui va, je sais que c'est tordu, mais c'est le texte qui est tordu, qui est retorse, qui va servir d'appui à la démonstration, la monstration de l'existence d'un sujet, d'un objet de connaissance dans le temps, de quelque chose de stable. Et donc c'est parce qu'il y a dans le dialogue des interlocuteurs, des personnages qui parlent maintenant, dans un temps qui, dit le texte, n'a pas de similitude avec un flux non plus qu'avec un transport. Donc en fait, Socrate prend comme preuve du caractère non fluent des choses et donc de la possibilité de parler avec justesse des choses, la possibilité pour les noms d'être justes et la possibilité de la connaissance vraie des choses, il prend comme preuve le fait, je mets des guillemets à fait, que les interlocuteurs du dialogue, Cratyle, Hermogène, Socrate, sont présents maintenant dans le texte. Et donc sont présents. Ils ne sont pas en train de passer comme des fantômes. Et donc, leur présence dans le texte n'a pas de similitude avec un flux non plus qu'avec un transport, dit Socrate. Autrement dit, le sujet et l'objet de la connaissance existent dans le temps, donc demeurent un certain temps, sont des êtres et non pas des non-êtres, ou des métamorphoses continues, parce que
et c'est là que c'est retors, l'objet du dialogue ne représente aucune ressemblance avec un écoulement, ni avec une métaphore au sens d'un transport dans le langage. Transport, c'est le mot du texte. On a envie de dire, je vais être un peu familier, mon œil. On a envie de dire, mais il est fou, là. C'est une opération du texte, vous voyez. Le texte, là, déborde le dialogue. Socrate fait ainsi exister, par une sorte de ce qu'on appelle en philosophie américaine, dans ce qu'on appelle les speech acts theory, il fait exister performativement, le langage produit ce qu'il dit, un être ou une présence du dialogue à lui-même, de manière à faire surgir ce que le texte appelle un maintenant, une maintenance, susceptible d'échapper à l'écoulement temporel et à ce que le texte appelle le transport, c'est-à-dire la métaphore. Et donc il y a une synchronicité entre deux maintenants, le maintenant du dialogue et le maintenant du discours de Socrate. Donc il y a deux temps maintenant, et maintenant est le mot du texte en grec. Il y a deux maintenant, et c'est l'un qui sert de preuve à l'autre. Le discours de Socrate, Socrate parle maintenant. Sa parole, son discours a une présence. Et la preuve de cette présence, la preuve que c'est une présence, c'est que le dialogue lui-même est présent au discours de Socrate, à l'intérieur du discours de Socrate. Et il faut ajouter une troisième présence, un troisième maintenant, celle de la lecture de tout lecteur possible. Et c'est ça qui va servir, ces espèces de choses très très insaisissables et très difficiles à comprendre, qui va servir de point d'appui pour faire pivoter le texte sur lui-même et donc pour arracher le texte, pour sauver le texte de cette hypothèse folle et menaçante et follement inquiétante, l'hypothèse héraclitéenne de l'écoulement temporel de l'être. Et donc, le texte est arraché à la dimension de la métaphore et du transport, ce qu'on appelle la rhétorique aussi. Et il est donc arraché à la métamorphose de l'être et à la métamorphose du langage. Et on se dit, mais c'est fou comme opération, c'est parfaitement rhétorique. C'est parfaitement... Il fait exactement ce qu'il essaie de conjurer. Donc c'est un texte d'une ruse folle. Et là, vous voyez, le texte dit des choses, il y a des thèses qui sont celles des différents discours, qui sont déjà très très compliquées, mais ce qui se passe dans le texte écrit, c'est encore plus tordu et complexe. Après ce geste, et donc vous voyez, l'écriture, c'est pas exactement la même chose que le langage. C'est-à-dire que dans un discours, on peut dire quelque chose de très complexe. On peut dire, par exemple, la route de l'être est ouverte, la route du non-être est fermée. Ça, c'est un discours, je dis quelque chose, très très compliqué, très difficile à saisir, à comprendre, on ne comprend pas tout. Mais l'écriture, elle est infiniment plus, j'ai envie de dire, sophistiquée, labyrinthique, elle dépasse la complexité et la puissance du langage. Là, il se passe quelque chose dans le texte qu'il est impossible de dire, qu'il est seulement possible d'écrire. Et c'est pour ça qu'on écrit, j'ai envie de dire. On écrit parce que l'écriture, elle dépasse les possibilités du langage. Elle a lieu dans le langage, mais il se passe autre chose, vous voyez. Là, il se passe quelque chose qui est à la limite du langage. Après ce geste textuel retors, Socrate met fin à la fuite en avant du dialogue. Donc le dialogue s'arrête, tous les dialogues de Platon sont toujours coupés en plein milieu, au moment où ça commence à être chaud, le dialogue s'arrête de manière arbitraire. Et donc le dialogue s'arrête, Socrate énonce une règle par laquelle il subordonne le langage à l'éthique. Socrate dit, il n'est pas non plus très sensé. Donc tout ça a l'air, tout ça est mélangé de phrases qui ont l'air très badines, très faussement simples.
Et donc, bon, en lecteur averti de philosophie, je me dis, et certains se disent, dès que c'est trop simple et que ça a l'air, comment dire, badin ou que ça a l'air d'être une discussion de coin de rue, on se dit là il y a quelque chose de très 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 rusé, méfions-nous, soupçonnons le texte. Alors il n'est pas non plus très censé d'avoir recours au nom pour prendre soin de soi-même et de son âme. On se dit mais quel rapport ? Et qu'est-ce que ça veut dire, cette fin complètement énigmatique où il part de côté, où finalement il dévalue le langage d'un point de vue éthique. Pour prendre soin de soi-même et de son âme, c'est-à-dire du soi de soi-même, le langage, ça n'est pas très censé de passer par lui. Donc malgré tout, le langage, faisons attention au langage quand on est dans la dimension du langage, qui est la dimension de notre existence, comme je l'ai dit en ouvrant mon exposé aujourd'hui, on est dans une dimension inquiétante, et donc soyons méfiants, surtout quand il s'agit de nous et de notre âme et qu'il s'agit d'éthique. Le sujet ne peut prendre soin de lui-même qu'en se tenant et en se maintenant à l'écart des noms, et donc des dangers rhétoriques du langage, qui font que le langage, finalement, il glisse et donc il fuit, il nous transporte ailleurs que là où on est, à notre insu. Les noms et les transports métaphoriques, ainsi entendus, menacent le soi et l'âme d'être, et ça c'est la fin du texte, c'est quasiment la dernière ligne, d'être enrhumé, dit le texte, et de s'écouler comme le nez qui coule. Et là on se dit mais ça c'est pas possible. Et vous voyez, ça finit, le dialogue finit par un jeu de mots. Je vais vous lire le passage, donc la fin, pour vous dire que je ne mens pas, parce que peut-être que j'invente toutes ces citations. Qu'en est-il donc à la fin ? Donc à la fin du dialogue et du texte, Socrate dit qu'en est-il donc à la fin ? Donc, vous voyez, il y a sans cesse un dédoublement du texte. En va-t-il ainsi ou de la première façon, comme le prétendent les Héraclitéens et tant d'autres ? Sujet d'étude difficile, je le crains, mais il n'est pas non plus très sensé d'avoir recours aux noms pour prendre soin de soi-même et de son âme, de se fier à eux ainsi qu'à ceux qui les ont établis pour soutenir. Donc il y a des fondateurs de langage qui ont fondé des premiers noms, vous vous souvenez, pour soutenir comme si l'on savait quelque chose, cette sentence qu'on aura prononcée contre les êtres et soi-même en particulier, que rien du tout n'est saint, que tout fuit comme vase d'argile. Je suis très content qu'il y ait la métaphore du vase, parce que je vais en parler tout de suite, et certainement que je ne pourrai pas parler de tout. Je vous parlerai de Benjamin, et puis je m'arrêterai. En un mot, de croire que les choses sont dans l'état des gens enrhumés, qu'elles sont toutes soumises à un flux et un écoulement, comme l'écoulement du nez. Et Socrate s'adresse à Cratyle. En conclusion, Cratyle, peut-être qu'il en est ainsi, mais peut-être pas. Là, on se dit, c'est ça, comme ça que finit un dialogue sur la question de la vérité du langage. Peut-être, mais peut-être pas. Il faut donc examiner le dangereux peut-être, disait Nietzsche. Il faut donc examiner la question avec vaillance et bien à fond, sans t'en laisser à croire. Tu es encore jeune et c'est le bel âge pour le faire. Et si tu as trouvé après cet examen, tu devras me le communiquer. Donc ça finit avec l'idée que ça recommencera plus tard, ailleurs, et que ça n'a pas commencé en fait. Qu'on n'a pas encore examiné la question de la justesse des noms, de la possibilité de la connaissance et de la vérité du langage. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette métaphore du nez qui coule et qui compare, donc, Socrate finit par comparer le langage qui fuit métaphoriquement, qui glisse en dehors de son sens, c'est-à-dire qui est, si vous voulez, pour dire des choses les plus simplement, qui devient langage figuré et non pas sens propre, comme le nez qui coule, et donc qui se met à ressembler finalement à ressembler à l'hypothèse d'Héraclite, qui est que l'être des choses est une
est une continuelle métamorphose. Il n'y a pas d'être, pas d'identité, pas de stabilité, donc pas de connaissance possible. Qu'est-ce que ça signifie que le dialogue finisse sur cette métaphore, alors que Platon ne cesse pas d'essayer d'établir des digues pour différencier le langage juste, qui va rendre possible la connaissance, en vérité, de la rhétorique et de la métaphore. Parce que si, dans le fond, le langage est d'essence métaphorique, qu'il est en lui-même rhétorique, qu'on ne peut pas l'immuniser de la rhétorique et des métaphores, alors c'est Héraclite qui gagne. C'est Héraclite qui gagne, c'est-à-dire le langage est lui-même continuellement est dans une dimension de métamorphose, et on peut jamais dire les choses avec justesse, c'est-à-dire proprement ce qu'elles sont. C'est-à-dire un chat n'est jamais un chat dans le langage. Et donc ce nez qui coule, qu'est-ce que ça signifie ? Vous voyez, c'est encore un effet de texte. Là, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture, qui dit quelque chose que le discours ne dit pas. En fait, ce jeu de mots, ce glissement rhétorique, condense d'une certaine manière, et en même temps déplace, de manière donc métaphorique, l'écoulement hors de soi vers l'écoulement du nez enrhumé. Ce trait d'écriture, puisque c'est un trait d'écriture, fait apparaître une ironie du texte par rapport au dialogue et au discours de Socrate. Et il me semble, alors c'est ma manière de lire ce texte et d'autres de Platon, cette ironie qui est très furtive, vous voyez, c'est un trait, on peut tout à fait ne pas l'apercevoir, j'imite Socrate, peut-être, elle peut porter atteinte, cette ironie, au discours philosophique sur l'être et la vérité, comme si le texte de Platon et le discours de Socrate se dédoublaient, l'un entrant en concurrence avec l'autre pour essayer continuellement, enfin, en tout cas à la fin du texte, et dans plusieurs passages, de le doubler. Et donc là, il y a une espèce de strabisme dans le texte divergent, où on voit le discours de Socrate d'un côté, on voit le texte, je mets entre guillemets, de Platon de l'autre, qui à la fois sont le même et en même temps divergent, c'est-à-dire disent deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire Socrate dit le langage doit se protéger de la rhétorique, et le texte dans lequel Socrate dit que le langage doit se protéger de la rhétorique, il est entièrement rhétorique. Donc là, il y a un truc qui cloche. Et on se dit, mais où suis-je ? Voilà, j'espère que vous êtes troublés, que vous avez envie de lire le texte de Platon. Moi, j'ai envie de le relire. Et donc, comme il reste peu de temps, parce que j'ai beaucoup parlé et que c'était très compliqué, je veux juste très rapidement, je voulais vous parler de Roland Barthes, de Jacques Derrida, mais je vais faire plus bref. Je vais vous parler d'une chose qui précède Barthes et Derrida, qui, donc très, très longtemps après Platon, après l'envoi platonicien, un philosophe et critique littéraire qui s'appelle Walter Benjamin va prendre part de manière décisive à l'invention de la pensée moderne de l'écriture. Celle-ci, cette pensée moderne de l'écriture, puisque c'était mon sujet, finalement, que la lecture du texte comment dire, égaré, c'est bon signe. Enfin, j'ai envie de dire, vu ce qu'on vient de lire ensemble, c'était inévitable. Cette pensée moderne de l'écriture, comme je vous l'ai dit en commençant, alors je le dis de manière très très elliptique, il faudrait passer 1 heure à essayer d'expliquer ce que ça veut dire, mais si vous voulez, cette pensée de l'écriture, que j'ai distingue de la pensée du langage et du tournant de langagier de la philosophie, c'est vraiment autre chose, la pensée de l'écriture, elle naît dans le mouvement romantique, notamment le mouvement romantique allemand, principalement avec le travail et les aphorismes des frères Schlegel, de Novalis, de Schleiermacher, et aussi de Lerlin,
et qui lui a une position très très particulière dans le mouvement romantique allemand. Et donc un des projets au cœur du romantisme allemand, c'est le projet de sauver le sujet par une œuvre d'art absolue qui est une œuvre de langage, la poésie, qui, pour les romantiques allemands, représente, en tout cas pour les frères Schlegel, le plus important des deux, il y a August Wilhelm Schlegel et Friedrich Schlegel. Friedrich est le plus grand des théoriciens du mouvement romantique. Et donc la poésie, qu'ils appellent poésie de la poésie ou poésie supérieure, donc c'est l'œuvre de langage qui représente, qui va incarner, condenser, accomplir la réflexion du sujet dans le langage. Et Benjamin, et vous voyez, on est finalement pas loin de la question de Platon à la fin du Cratyle, hein, du rapport à soi. Sauf que chez les romantiques, on est dans quelque chose de non platonicien. C'est dans le langage qu'on peut se saisir à un niveau absolu. Donc il y a toujours, finalement, avec les romantiques, on arrive à un point très proche et très, très éloigné de la pensée de Platon dans le Cratyle, hein, qui est comment sauver le sujet de cette dimension irréductible du langage, qui est la dimension de notre existence, que j'ai appelée la peau de notre existence et de notre monde. Comment se défaire de cette peau et on s'aperçoit qu'on ne peut pas se défaire de cette peau. Et donc Benjamin, il fait naître et renaître la pensée moderne de l'écriture en écrivant une thèse en 1919 qui s'appelle le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand. Et dans cette thèse, on peut lire cette phrase très très extraordinaire, très énigmatique et difficile à saisir. Quand je dis difficile à saisir, énigmatique, je ne suis pas en train de jouer avec vous, c'est de me moquer, hein. Je dis que c'est difficile pour tout le monde. Même quand on a passé sa vie à essayer ou des heures à essayer de comprendre et expliquer, on est toujours devant vous savez, quand on est devant un texte de philosophie véritable ou remarquable, on est toujours devant quelque chose, devant un os ou devant une pierre, c'est-à-dire devant quelque chose avec lequel on se casse les dents, donc il faut recommencer le travail à chaque fois. Et donc Benjamin écrit l'idée de la poésie. Donc la poésie, c'est ce qui permet au sujet, pour les romantiques, de se saisir, hein, à l'individu, si vous voulez, de se saisir dans la réflexion. Et donc ça se fait à travers le langage. Et ça n'est possible que dans la poésie, pour les romantiques. L'idée de la poésie est la prose. Telle est la détermination ultime de l'idée de l'art et la signification propre également de la théorie du roman. Donc la poésie, c'est-à-dire la réflexion la plus haute du sujet et donc de l'existence et donc de l'identité, de ce que Socrate appelait à la fin du Cratyle le soi et l'âme, la manière pour l'âme et pour le soi de se saisir par réflexion, c'est-à-dire en se retournant vers soi. Ça ne peut avoir lieu pour les romantiques que dans la poésie, parce que pour se saisir, il faut se saisir à un niveau absolu. Où on n'est plus dans le relatif. La poésie trouve son idée ultime, la plus intense et la plus intime, dans la prose, autrement dit, et c'est ça qui m'intéresse là-dedans, dans l'écriture, qui à la fois va accomplir la poésie, c'est-à-dire la réflexion du sujet dans la dimension du langage, et qui va l'interrompre. Et donc c'est là que naît la pensée de l'écriture, c'est-à-dire dans à la fois un accomplissement de la pensée du langage, une pensée absolue du langage, la pensée romantique, et en même temps une interruption. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans la question de l'écriture, chez les philosophes qui s'y sont intéressés, les théoriciens, quelque chose, il y a un corps à corps infini et interminable avec le langage. C'est-à-dire à la fois l'idée qu'on n'en sort pas, mais que ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose, écrire et parler, j'ai envie de dire. L'œuvre de langage, la poésie, portée à l'absolu par les romantiques, leur permet de sauver le sujet. Et on voit que c'était déjà la question de Platon, hein, sauver le sujet du langage de manière à ce qu'il puisse se saisir lui-même et à s'identifier, à saisir son être et à se connaître, hein, en vérité. Et donc le sujet, alors là ça nous emmènerait vraiment loin,
avant le romantisme, il a été séparé de lui-même et coupé de lui-même par un immense philosophe qui a produit une catastrophe, une révolution philosophique qui a été terrible et par rapport à laquelle le romantisme, à l'égard de laquelle le romantisme est une réponse, qui est Emmanuel Kant, qui a écrit, comme vous le savez, dont l'œuvre la plus connue est constituée par 3 critiques. Et la première critique, la critique de la raison pure, a été vécue par les penseurs, et notamment les penseurs allemands de l'époque de la critique de la raison pure, donc 1780, la première édition, 1789, la seconde édition, comme une catastrophe. Heinrich Heine écrit que c'est le 21 janvier du déisme, c'est-à-dire que c'est un événement théorique et philosophique équivalent à la mort du roi en France par décapitation. Kleist dit qu'en lisant la critique de la raison pure, il a éprouvé le désir de se suicider parce que ce livre est une catastrophe, et notamment parce qu'il dit que le sujet, question de Platon, ne peut pas se saisir lui-même. Pour des raisons, parce que, si vous voulez, il ne peut se saisir que comme phénomène et non pas comme chose en soi. Bon, je ne veux pas parler de ça maintenant. Mais le romantisme allemand, le projet de s'atteindre dans le langage et à travers la poésie, c'est une réponse à cet événement qui est kantien, de la critique, qui a été vécu par les intellectuels européens, et notamment par les Allemands, comme un événement aussi important, aussi révolutionnaire que la Révolution française et la mise à mort du roi. Et donc, j'en viens à la fin. Je vais essayer de ne pas déborder en principe, donc je vais aller un peu plus vite. Walter Benjamin, donc, comme je vous l'ai dit, il est décisif pour la renaissance ou le fait de relancer ce que j'appelle ici la pensée de l'écriture, que lui, il appelle prose. Et donc cette pensée naît avec la modernité, c'est-à-dire, pour faire vite, chronologiquement, si on entend modernité au sens chronologique, ce qui n'est pas son seul sens, la modernité, c'est ce qui va rompre avec le romantisme, avec le projet d'absolu du sujet. Et donc la modernité, elle naît dans la pensée européenne lorsque le sujet vacille, quand il est dissous et qu'il commence à s'écrire, c'est-à-dire notamment après la modernité, quand le sujet commence à découvrir qu'il est constitué par ce qu'il ne sait pas, par ce qui est insu, et ce qu'on appellera très peu, au même moment que Benjamin écrivait ses premiers textes, ce que Freud appellera l'inconscient. Benjamin, donc dans son texte de 1919, sur le romantisme allemand, remarque que cette poésie élargie est précisément le plus grave problème qui se pose parmi les arts, cette poésie élargie, absolue, qui permet au sujet de se réfléchir dans le langage. Et il continue, cette conception de l'idée de la poésie comme prose, c'est-à-dire comme écriture, détermine toute la philosophie romantique de l'art. Autrement dit, toute la question de l'art est dans cette question du rapport entre la poésie et le fait que la poésie à la fois s'accomplisse et s'interrompt par la prose, donc ce qui va donner naissance au roman, c'est-à-dire par l'écriture. On est sans doute... j'écarte ce que j'ai écrit là sur Hölderlin. Le passage de la réflexion de la poésie à la prose. Et pour Benjamin, la prose, c'est-à-dire l'écriture, c'est ce qui représente la possibilité de ce qu'il appelle, à partir dans les traces de Hölderlin, la sobriété de la prose. Donc la prose a quelque chose est caractérisée par la sobriété, par le calcul, alors que la poésie, elle est dans une sorte de hubris, c'est-à-dire elle est trop extatique, si vous voulez. Elle n'est pas assez sobre. Elle est trop, j'ai envie de dire, ça tombe bien parce qu'on est à Saint-Émilion, elle est ivre, la prose. Et donc il faut mettre fin, il faut être plus sobre, uniquement avec le langage. Il faut être plus sobre, et l'écriture est ce qui permet cette sobriété. Sobriété du rapport du sujet à soi. Et
c'est donc Hölderlin qui va permettre à Benjamin d'une certaine manière de sortir du romantisme. La modernité en art donc commence avec la fin du romantisme, son accomplissement et son interruption, et elle est marquée, la modernité, par le passage de la poésie et donc d'une certaine manière de la diction du langage à la question d'écriture. Et donc c'est ça que signifie, si vous voulez, la pensée de l'écriture, c'est là qu'elle se loge. Elle est inséparable de la question de la naissance de la modernité. Si vous voulez, je vais le dire de manière un peu plus thétique, comme une thèse, la pensée moderne, c'est la pensée de l'écriture. La pensée de l'écriture, c'est la question de la philosophie moderne, c'est-à-dire post-romantique. Les romantiques, d'une certaine manière, ont préparé l'entrée de la question de l'écriture sur la scène de la philosophie de l'art, et cette définition de l'essence de l'art par la sobriété de l'écriture et de la prose va préparer lui aussi un concept d'écriture générale qu'on va rencontrer chez Benjamin à travers notamment la photographie, la traduction, la cinématographie, l'historiographie. Vous voyez, on entend graphie, c'est-à-dire on entend que l'écriture finalement est la dimension générale qui permet de penser notamment les arts. Et je voudrais finir par une dernière chose, c'est que, après avoir situé de manière très générale et elliptique la question de l'écriture dans le rapport à la modernité, je voudrais juste entrer dans une chose très très singulière, c'est que Benjamin va penser l'écriture à partir de la traduction. Et ça, c'est un geste très fort et très étonnant et très déroutant. Pour autant que la traduction est dérivée et que les traductions se forment par réécriture d'autres textes. Et donc je voudrais finir par la question de la traduction. Les traductions sont pour Benjamin, notamment un texte de préface à sa propre traduction en allemand des Fleurs du mal de Baudelaire. Ce texte allemand, cette préface s'appelle La tâche du traducteur. Les traductions, c'est un texte des années de 1924, si je ne me trompe pas, 1 ou 2 ans près, c'est 1924. Les traductions sont en un sens paradoxal, inachevées, dit Benjamin dans La tâche du traducteur. Les traductions échouent. Donc la traduction, c'est d'une certaine manière la matrice ou le modèle qui permet de penser ce que c'est que l'écriture. Les traductions sont interrompues parce qu'elles sont dérivées secondes par rapport à l'original. Et donc la thèse est très très forte. Benjamin va dire que les traductions se rapportent au langage plutôt qu'au sens des textes. Et donc, en fait, ce qui est très étrange, c'est que les traductions, plutôt que traduire les textes et le sens des textes, sont des formes d'écriture qui entrent en relation avec la dimension du langage. Cette pensée de la traduction comme écriture et de l'écriture comme traduction chez Benjamin représente quelque chose en quelque sorte fou par rapport à la pensée platonicienne du langage. Et je veux juste finir en lisant un texte pour vous donner une idée de ce qui se passe, dans ce texte étonnant qui s'appelle La tâche du traducteur. La traduction, curieusement, elle décompose l'original plutôt qu'elle ne le restitue. Donc là, on est vraiment dans une pensée de la traduction comme écriture et de l'écriture comme traduction aux antipodes de la question platonicienne. Vous vous souvenez, la question platonicienne, c'est la question de la justesse des noms et du fait que la question de savoir si les noms et à quelles conditions peuvent s'ajuster aux choses. Là, Benjamin dit que non seulement les traductions d'une œuvre littéraire, d'une œuvre de langage, ne restituent pas le texte, ni son sens, mais ont pour effet de le décomposer et de défaire le texte original. Donc là, on est vraiment dans une compréhension anti-platonicienne de la traduction. Et donc la traduction, et je vais vous lire un passage qui va vous éclairer, qui est merveilleux, on retrouve la métaphore du vase. La traduction décompose et défait l'original, elle fait apparaître que l'original, donc l'œuvre
traduite était déjà, et depuis toujours décomposée, menacée de ruine, dénuée de, pour parler de manière platonicienne, dénuée de présence à soi et d'identité à soi. Et donc la traduction, comme l'écriture, échoue, non seulement parce qu'elle est en position dérivée, elle est seconde, elle vient en position de supplément, dirait Derrida, mais parce que le sens, à l'intérieur du texte original, se décompose, et que cette décomposition, cette fragmentation du texte commence avec l'écriture du texte original. Et donc Benjamin se sert de la traduction ou pense la traduction comme ce qui fait apparaître, ce qui éclaire le caractère de ruine des textes et des œuvres de langage. Et donc là, vous voyez, on n'est plus du tout dans la question de la vérité chez Platon. Et il se sert, Benjamin, je vais finir là-dessus, parce que c'est vraiment un passage extraordinaire de son texte, La tâche du traducteur. Je déborde un tout petit peu. Il se sert d'une image frappante pour penser l'œuvre de langage et sa traduction, qui est l'image de l'amphore, une amphore brisée. Donc on retrouve quelque chose qui est finalement assez proche du vase platonicien. De même que les débris d'une amphore. Donc c'est ça que dit Benjamin, c'est que dans le fond, toute œuvre écrite est brisée. Donc il n'y a pas d'unité et d'identité. Les débris d'une amphore, pour qu'on puisse restituer le tout, doivent être contigus dans les plus petits détails. Vous brisez un vase, vous essayez de le recoller, il faut que ce soit contigu, c'est-à-dire que les contours s'ajustent, mais non identiques les uns aux autres. Ainsi, au lieu de se rendre semblable au sens de l'original, la traduction, c'est-à-dire, d'une certaine manière, l'écriture par excellence. C'est ça qui est paradoxal, l'écriture par excellence et traduction. La traduction doit bien plutôt, dans un mouvement d'amour et jusque dans le détail, faire passer dans sa propre langue le mode de visée de l'original. Ainsi, de même que les débris deviennent reconnaissables comme fragments d'une même amphore, original et traduction deviennent reconnaissables comme fragments d'un langage plus grand. Et c'est bien pourquoi la traduction ne peut que renoncer au projet de rien communiquer. Et donc, il faudrait passer des heures à essayer de comprendre ce qui se joue dans ce texte très 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 fort, notamment dans sa conclusion qui est que la traduction et le texte original à traduire ne communiquent pas un sens. Donc en fait, la traduction et l'écriture font apparaître que, si vous voulez, on a quitté l'ordre de la communication, on interrompt la communication, c'est pas ce qui se joue dans l'écriture. L'écriture ne communique rien. Et ça, c'est une thèse moderne. Et donc, je finis pour ne pas conclure, puisqu'il ne faut pas conclure, il faut rester sur un peut-être ou peut-être, comme disait Socrate tout à l'heure. L'œuvre littéraire et sa traduction, donc le texte écrit et la réécriture du texte dans une autre langue, ne seraient que des morceaux, des débris épars d'un langage plus grand, mais ce langage plus grand, si vous voulez, il faut être clair, ce langage plus grand est une fiction, ce n'est pas une réalité. Pas un instant, Benjamin ne développe cette hypothèse métaphysique comme si elle était une réalité. Et cette image de l'amphore, je finis là-dessus, figure une structure métonymique, c'est-à-dire une structure dans laquelle les choses se suivent, et non pas un ordre symbolique et unifiant où les choses fusionneraient par ressemblance. Et donc, si vous voulez, les éléments d'un texte ne s'assemblent pas, mais se suivent, et sont des métonymies, comme dans le texte de Platon, et jamais des symboles qui atteindraient une unité, qui serait le sens, et qu'on pourrait, si vous voulez,
communiquer. Et donc, si vous voulez, je finis là-dessus, c'est-à-dire que la pensée de l'écriture, elle est inséparable, elle naît donc après le romantisme, et elle est inséparable de l'idée d'une fragmentation et d'une décomposition du sens. Et donc tous les grands penseurs de l'écriture, à l'époque de Benjamin et après, notamment Barthes et Derrida, dont je voulais vous lire des passages, sont des penseurs qui résistent à la question du sens. Et donc ce qui va les intéresser, c'est ce qui, dans le langage, est de l'ordre du blanc, du trou, de ce qui ne fait pas sens. Et ce qui est très très paradoxal dans leur geste de pensée, qui est postérieur à la modernité, très très insaisissable, c'est que en fait, c'est pour eux ça, là que se loge, j'ai envie de dire, alors je mets beaucoup de guillemets, l'essence du langage. L'essence du langage n'est pas dans le sens, l'essence du langage est dans les trous, les vides, les blancs, comme disait Barthes. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté si longtemps.